Alors, voici un homme qui est jeune physiquement, mais qui est une vieille âme. En fait, c'est la réincarnation de Maître Alban Flamand, je crois. Bonjour, Éric Duhem, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors, les indignés, le temps est-il venu de dire, ben là, démontez vos tentes, puis bye-bye? Ben oui, là, il est plus que temps. Là, on a vu ce qui s'est passé ce week-end, encore des incidents malheureux. Une jeune femme est morte d'une overdose dans une tente à Vancouver. Il y a eu des mini-émeutes à New York. Ils ont attaqué 3 policiers, 20 personnes arrêtées. Je pense que c'est en train de prendre une tournure qui est totalement contraire à ça, pourquoi ils sont dans les parcs. À Québec, les services de l'ordre ont donné jusqu'à aujourd'hui aux manifestants pour enlever les installations, là, notamment les tentes permanentes, les grandes toiles, suite à un rapport de la direction des incendies qui disait que c'était dangereux. Il y a eu un feu mardi dernier qui n'a pas eu d'incident majeur, mais on dit que ça aurait pu être bien pire. Donc, je pense... Éric, là, à Montréal, entre autres, ils sont en train de se préparer pour l'hiver, c'est-à-dire qu'ils vont lever leurs tentes. Il y a 226 tentes à Montréal, 226. Ils vont lever leurs tentes sur des palettes de bois, puis ils vont mettre de la laine minérale là-dedans. Il y a des génératrices, il y a une équipe de médecins. Je disais, hey, je suis allé, moi, puis il y a un gars qui avait un petit bébé de quelques mois, tu sais, dans la poche ventrale, là, puis il vivait dans la tente et tout ça. À un moment donné, c'est comme un camp de réfugiés, là. Ils vont camper jusqu'à quand? Mais écoutez, c'est justement, là, ça devient ridicule. À un moment donné, l'hiver s'en vient, c'est le temps de partir. C'est pas le temps de les installer pour qu'ils soient encore plus confortables passer l'hiver. C'est le temps de leur dire, retournez à la maison, là, le show est fini. On a compris votre message. Vous avez eu plus de couverture médiatique que ce que vous méritiez. Si vous voulez continuer à militer et à faire votre activisme, il y a toutes sortes d'autres façons de le faire. Mais les parcs, c'est des lieux publics. C'est pas des campings gratuits où vous pouvez vous installer 365 jours par année. Vous contrevenez à des règles municipales. Le premier rôle d'un bon citoyen, c'est de respecter les lois. Et malheureusement, vous ne le faites plus. Vos endroits sont rendus insalubres. Ça devient un lieu touristique. Là. À New York, il y a des vendeurs de T-shirts devant Occupy Wall Street. Et même les autobus de touristes font un arrêt pour montrer le campement aux gens, aux touristes de l'extérieur. Ils sont en train d'avoir une leçon de capitalisme. Ils sont en train d'imprimer des T-shirts et de se faire de la publicité, d'accueillir des touristes. C'est devenu une vraie business, cette affaire-là. Avant que ça devienne une business ridicule, là, il est temps de fermer la shop. Mais on a le droit de manifester. Ben oui, ils ont le droit de manifester, mais démocratique. on a le droit de manifester, puis ils peuvent y aller tous les jours manifester dans tous les parcs où ils veulent. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas le droit d'habiter dans des lieux publics. Ils n'ont pas le droit d'installer leurs tentes de façon permanente dans des endroits qui appartiennent à l'ensemble des contribuables, pas juste à ceux et celles qui ont décidé d'occuper la place. Donc, écoutez, là, on vit pas dans c'est pas un terrain gratuit où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Un parc, là, ça a une fonction sociale. Il y a des gens qui payent pour ça, puis il y a une raison pour qu'on a des parcs. C'est surtout pas des terrains de camping pour des gens qui revendiquent pour une gauche radicale très revendicatrice. Donc, il est temps qu'ils décarpissent. C'est vraiment dégueulasse, là. Je vais aller faire un tour, là. J'espère que t'es pas allé manifester, là. Non, ça, c'est Michel Nadeau. Oui, ça fait moi pas peur, là. Nadeau, là. Alors, mais les gens disent, c'est ça, mais tu leur proposerais quoi, là? D'écrire un manifeste, de se tourner un film avec des petites caméras légères? Mais d'abord, de savoir ce qu'ils veulent. De former une association? De savoir ce qu'ils veulent, parce que leur message est excessivement confus. On se souvient, ils ont commencé avec un message pacifiste. Là, ils sont rendus qu'ils attaquent les policiers. Ils ont commencé avec un message en disant... Pas ici, pas à Montréal. Que c'était... Non, Montréal, c'est pacifiste. Ils ont commencé à dire que c'était apolitique. Ils brûlent des statues, des effigies de Stephen Harper. À un moment donné, il va falloir qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Ça serait déjà une bonne base, là. Savoir pourquoi ils sont là, ça serait un excellent départ. Deuxièmement, qu'ils arrêtent de se comparer aux États-Unis, qui adoptent quelque chose qui est un peu plus local, parce que malheureusement, pour eux, on n'est pas les États-Unis et leur message, il n'a aucun sens dans le contexte canadien et québécois à l'heure actuelle. Puis après ça, un coup qu'ils sauront ce qu'ils veulent, puis qui exactement ils restent, parce que j'imagine qu'ils vont avoir des petites chicanes entre eux, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir tous le même message. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je suis allé à Détroit, moi, en pleine crise économique. C'est une ville fantôme. Il y avait des gratte-ciels, Éric, fermés, placardés. C'est une ville de zombies. Il y a des gens qui travaillaient très fort, qui se sont retrouvés tout nus dans la rue, le cul sans paille. Tandis qu'ici, on ne l'a pas eu si dur que ça. Des quartiers entiers qui ont été rasés parce que justement, il n'y a plus personne qui vit là. C'est complètement placardé. Écoutez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici. Donc, il faut faire attention. Ces gens-là, je comprends qu'ils ont un message, là, mais leur message n'est pas adapté à notre réalité. Il va falloir qu'à un moment donné, ils comprennent ce qui se passe au Québec avant de commencer à revendiquer quelque chose. Et là, quand ils auront convenu
de quelques éléments, bien là, ils décideront ce qu'ils font pour passer à l'action. Est-ce qu'ils vont faire de l'action politique? Est-ce qu'ils vont individuellement, dans leur communauté, amener des projets? Il y a toutes sortes de façons de faire avancer tes choses. Mais il y a une façon qui est absolument pas la bonne, c'est d'aller camper dans un parc, dans un lieu public, en violant des lois et en ne sachant pas trop qu'est-ce que tu fais là. Puis le public, là, ils sont en train de tout ce qu'ils sont en train de faire. Je remarque de plus en plus, je reçois des messages, parce que vous savez que je suis très critique des indignes, indignés, comme je les appelle, et je reçois de plus en plus de messages de gens qui étaient au départ sympathiques à leur cause et qui de plus en plus commencent à dire ça n'a plus de bon sens leur affaire. C'est ça, ils se mettent des gens à dos plus qu'autre chose. Après la pause, Éric, on va parler des frais de scolarité. Toi, étant un gars de droite, c'est sûr que tu es pour la hausse des frais de scolarité. Tu vas être surpris, Richard. T'es pour la hausse des frais de scolarité, c'est sûr. Non, je pense. D'un point de vue philosophique, je serais plutôt d'accord. Sauf que, effectivement, moi, personnellement, je suis loin de penser que dans le contexte actuel, c'est la meilleure chose. Pourquoi? À cause de l'iniquité entre les générations. On sait que les jeunes, en moyenne, vont payer, tout le monde qui a 40, 45 ans et moins au Québec, va payer dans sa vie, en moyenne, 200 000 $ de plus en taxes et en impôts de toutes sortes que ce qu'il va recevoir en biens publics. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a déjà cet écart-là. Et là, on veut accentuer ça en augmentant les frais de scolarité à terme de 1 625 $ par année. Donc, continuer à creuser cet écart-là. Malheureusement, je trouve que le leadership étudiant manque de courage et manque de direction. Il s'acoquine avec les gens qui sont responsables du fiasco, c'est-à-dire les centrales syndicales, la gauche traditionnelle, qui elle-même a utilisé l'État-providence pour détourner la richesse des générations X, Y et Z vers les baby boomers. Donc, ils sont en train de... C'est un baiser de la mort. Ils sont en train de s'acoquiner avec les pires ennemis de la jeunesse, ceux qui ont coulé la jeunesse en termes d'équité entre les générations. Mais toi, et ça m'inquiète. Toi, tu dis qu'il ne faut pas hausser les frais de scolarité parce que déjà, les jeunes, la pyramide d'âge est inversée. Déjà, les jeunes, lorsqu'ils vont être sur leur marché du travail, ils vont être étranglés parce qu'ils vont devoir payer les pensions de tous ces gens-là. Et là, il ne faut pas leur demander, alors qu'ils sont en train d'étudier, de payer davantage parce que ce serait vraiment... C'est ça. Là... Si le gouvernement veut commencer à augmenter des tarifs puis des frais de quelque chose, qui commence par les frais de santé. Parce qu'il faut frapper là où les gens ont bénéficié le plus de l'État, pas ceux qui vont payer le plus les factures qu'on les a passées sur les épaules parce que des politiciens irresponsables essayaient d'acheter la prochaine élection en endettant les prochaines générations. Donc, ceux et celles là, qui arrivent à l'âge de la retraite, la génération du baby boom, mais ces gens-là doivent commencer à payer un petit peu plus parce qu'ils ont reçu beaucoup de l'État-providence. Et ces gens-là devraient commencer à payer parce que les soins de santé, c'est eux qui vont coûter très cher et les fonds de pension vont nous coûter une fortune. Et avant de demander aux jeunes de payer davantage, il y a peut-être du gras à enlever encore dans le système, oui, non? Ça, c'est sûr et certain qu'aussi. Mais encore là, ceux qui vont aller appuyer les jeunes dans les rues cette semaine, là, vous allez voir les grosses centrales syndicales qui sont les premières à dire qu'il faut continuer à augmenter le déficit, il faut continuer à augmenter les dépenses publiques, il faut continuer à encourager le corporatisme syndical qui fait en sorte que les jeunes ont de moins en moins accès au marché de l'emploi puis que de plus en plus les gens se protègent en fonction du fait qu'ils sont syndiqués plutôt que leurs compétences sur le marché de l'emploi. C'est une barrière à l'entrée pour les jeunes sur le marché de l'emploi. Donc, ils vont s'acoquiner avec les gens qui ont leurs intérêts là, vraiment pas à cœur, qui ont tout fait pour leur vider les poches, puis aujourd'hui, ils manifestent à leur côté. C'est assez paradoxal. Après la pause, on va avoir un débat entre la vice-présidente de la Fédération nationale des enseignants du Québec, un syndicat, et avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Comme gars de droite, on dirait, bien lui, il va être avec le président de la Chambre de commerce. Eh bien non. Tu vas appuyer la femme du syndicat. Au niveau de la solution, mais au niveau des raisons, puis au niveau de tout ce qui entoure ça, je pense même que les syndicats, c'est pas un appui avec des alliés comme ceux-là. Les leaders étudiants n'ont pas besoin d'ennemis parce que c'est vraiment pas le type d'appui qu'ils ont besoin s'ils veulent gagner leur cause. Ils doivent embrasser beaucoup plus large et y aller sur l'équité entre les générations, puis inclure tous les jeunes, pas juste ceux qui sont dans les universités. Il faut qu'il y ait un débat sur l'équité intergénérationnelle au Québec. Ça presse. Merci beaucoup, Éric. Merci, Richard. Quand même, tu es sur le bord des syndicats aujourd'hui, pas pour les mêmes raisons. Pas du tout pour les mêmes raisons. La finalité, c'est ça quand même. Là. Il y a des gens, j'imagine, qui ont eu quasiment une crise cardiaque en t'écoutant. Merci, on se revoit demain, toujours 10h30. On s'en va à la pause. On revient avec notre débat sur la hausse des frais de scolarité.